Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Votez en âme et conscience. C'est le message envoyé ce matin par les représentants des cultes reconnus en Belgique et de la laïcité philosophique. Ils rappellent la chance d'avoir une élection libre dans notre pays et invitent à éviter toute forme d'extrémisme et de fondamentalisme. C'est une première à la veille des élections. Bertha Mampaka, bonjour. Est-ce que cette prise de parole, elle est bienvenue ou un peu étonnante ? Alors, voici les chiffres. Je crois que je ne me trompe pas parce que je suis prof d'économie et j'ai un peu donné des cours de statistique, donc j'aime beaucoup les chiffres et je les fais parler assez souvent. Nous sommes environ 540 000 électeurs en région bruxelloise sur 1 million, presque 200 000. Il y a pratiquement 20% des Bruxellois qui ne se présentent pas au bureau de vote, 20%. Et sur ceux qui restent, les 80% qui restent, il y a encore 17 ou 18% des gens qui ne s'expriment pas, qui votent blanc. Donc, quand j'ai vu ces communiqués ce matin, et l'appel à la non-violence, dans mon cas, je me suis dit, mais c'est un acte de civisme que font ces gens. Appeler les citoyens à pouvoir s'exprimer. Parce qu'il y a des gens qui s'expriment autrement. Nous sommes en démocratie et les gens ont le droit de manifester, s'exprimer de différentes manières. On parle du climat, on parle de migration, on parle du logement, on parle de la mobilité, on parle de toute une série de choses. Nous sommes aujourd'hui plusieurs candidats de plusieurs partis avec un programme. C'est le moment où l'on choisit les gens, et j'aime bien dire ça aux citoyens, on n'a que les dirigeants qu'on mérite. Donc, que ces gens appellent aux citoyens à aller voter sans demander pour qui aller voter, sans faire de choix particuliers. Ça, c'est très important, parce que vous savez, je parlais par exemple pour l'Église catholique, parce que ce sont des sondages que nous avions jadis faits, il n'y a plus que 7% de Belges qui fréquentent des églises catholiques, pour votre information. Donc, si les 7% étaient tous du même parti, on le saurait à certains endroits. Donc ils appellent à voter, je trouve que c'est quelque chose de bien. Ça ne doit pas être mal interprété, c'est un appel à la citoyenneté. On a dit qu'on n'avait pas de cours de civisme dans nos écoles depuis plusieurs années. Moi, j'ai fait mes primaires au Congo, donc on avait des cours de civisme. Je trouvais que c'était très important. C'est un acte civique. Ouais. Ils disent l'abstention n'offre pas d'alternative, quelles que soient les déceptions par rapport à l'action politique. Est-ce que ces déceptions dans la campagne, vous les rencontrez, vous les vivez dans vos dialogues avec les citoyens ? La campagne est très agréable pour nous, ça dépend. Moi, je suis un mandataire de terrain, comme on appelle. Donc j'ai toujours une perception différente. C'est pour ça qu'on a une interprétation différente du travail parlementaire des uns des autres. Je suis fils de parlementaire, j'ai vécu au Congo jusqu'à la majorité quand je suis arrivé ici pour aller à l'université de Mons. N'est-ce pas ? J'ai vu, et ça ne m'a jamais quitté, mon père prendre 3 mois de congé parlementaire pour aller vraiment sur le terrain parler avec du plus petit, du chef coutumier jusqu'au villageois. Donc j'ai le sentiment que cette espèce de rupture qu'on dit entre les politiques et les citoyens, elle est due au fait que les lieux de concertation, les lieux de concertation, les lieux de rencontre, la conception même pour moi en tout cas, du job du parlementaire qui pense qu'être bon parlementaire, c'est pondre 8000 questions l'année et qu'on est classé en étant meilleur parlementaire en fonction d'interpellations, de questions orales et écrites, etc., etc. Mais quand on fait des interpellations, pendant les interpellations, il y a des gens qui participent et qui enrichissent le débat, qui n'ont pas déposé, qui se joignent aux questions, qui font un travail parlementaire très enrichi. Donc plus de terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font de terrain sont bien accueillis, n'est-ce pas ? Dans mon cas, en tout cas au CDH du Maniano-Courbal, malgré le sondage, j'ai le sentiment, j'étais champion des sports à la ville de Bruxelles. Je suis étonné que quand j'arrive dans certains clubs, voir des gens venir se jeter sur moi, des gamins, des dirigeants, des organisateurs. C'est-à-dire qu'on vous a regretté en tant que échevin ou en tant que parlementaire. Alors, vous l'avez dit, les sondages ne sont pas fantastiques. Et puis, comment est-ce qu'on amortit au CDH dans cette campagne ? Bien, le départ de Joël Miquet, qui était censé tirer une liste, puis quand elle a annoncé qu'elle partait, Francis Delperré a dit qu'il sortirait aussi. Donc, comment est-ce qu'on gère ce départ-là ? Je vous propose 3 propositions de réponse. A, ce sera sans impact. B, sans Joël, ce n'est pas gagné. C, suspense total. C'est compliqué. Donc, sans impact, sans Joël, c'est pas gagné. Ou suspense total, on ne sait pas. Suspense total. Je crois que pour être honnête, disons suspense total. Sans Joël, c'est pas gagné. Je peux prendre tous les 3, n'est-ce pas ? Ouais. Sans Joël, c'est pas gagné parce que moi, j'ai commencé aussi ma carrière avec Joël Miquet. Vous avez fait équipe. Voilà, j'ai fait 12 élections avec elle, que j'ai toutes gagnées avec elle. Nous avons tous gagné. Qu'est-ce qui reste de son héritage ? De son héritage, la diversité au CDH, pas seulement au CDH, mais aussi dans tous les partis politiques. Regardez combien les listes de tous les partis politiques aujourd'hui vont choisir les gens de toute origine, etc., etc., etc.
le rajeunissement, tout simplement. Donc, que ce soit Maxime Prévost, Céline Frémaux, Benoît Ludien lui-même, j'ai vu Joël rajeunir le CDH et c'est une des œuvres les plus importantes qu'on ne lui reconnaît pas, c'est la capacité d'avoir vraiment à son âge, à cette époque-là, déboulonné une série de dinosaures qui ne seraient pas partis tout seuls pour pouvoir faire place à des jeunes gens qui prennent place au parti aujourd'hui. Et cette fois-ci, nouvelle vague, beaucoup de jeunes qui arrivent pour cette élection, c'est facile à gérer ça? Je pense qu'il faut toujours un mix de deux. Moi, j'ai des apparences d'un homme excessif dans beaucoup de choses, mais quand il s'agit de choses comme celle-là, je trouve qu'il faut des jeunes pour remplacer de nouveau, des jeunes qui ont du talent. Pas jeunes pour jeunes qui ont du talent, des jeunes qui aiment la politique. La politique, c'est un sacerdoce. La politique, c'est une souffrance. La politique, on est au service des gens. La politique, c'est aussi avoir des articles, des fake news en permanence. C'est de sollicitation, surtout pour nous, issus de la diversité. C'est de la médiation. C'est donner au-delà de ce qu'on peut donner. On a 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour faire autre chose. Nous donnons, pour la majorité, majoritairement parmi les politiciens, nous donnons au-delà de 8 heures de travail. Donc, quand on a de la vocation, de la passion, qu'on est jeune, nous avons le devoir de préparer cela. Et cela, moi, je les accueille vraiment à bras ouverts. J'en ai connu quelques-uns, j'en ai proposé certains à d'autres, mais il y en a d'autres qui pensent que c'est un job, ça, je suis tout à fait contre. Oui, alors vous êtes 7e sur la liste à la région, et sur votre Facebook, vous dites bien votez pour moi, parce que le but pour moi, c'est de garder mon mandat au Sénat. Vous avez lu. Pourquoi est-ce que le Sénat est si important pour vous? Parce que ce n'est pas une institution qui a beaucoup de visibilité. Ah oui, parce que j'ai découvert une chose, mais ça, je vais être sincère et honnête avec vous. J'ai découvert que quand on était sénateur de communauté, on siège d'abord à la ville de Roussel, on parle des endroits vaudois, on siège au Parlement bruxellois avec Céline Frémaux, on parle de l'allocation loyer, 280 € par mois, par famille, jusqu'à 280 €. On parle de l'environnement, Céline Frémaux a supprimé les sachets plastiques, toute une série de choses comme ça. Et quand je pense en Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle de sport pour tous, n'est-ce pas? Et quand on arrive au Sénat, on fait la synthèse de tout cela. Donc on parcourt toute une série d'assemblées et on a une vue vraiment globale. Donc ça m'a plu, même si la nouvelle version du Sénat, comme je vous disais tout à l'heure, n'est pas la toute première, ce que j'ai connu avec Ahmed Laoueche comme collègue dans la commission économie où on avait tous les jeudis des plénières qui étaient parallèles avec la Chambre où tous les ministres venaient. Donc ça a un peu changé, un peu de goût, de ton. Mais on a le temps de faire beaucoup de rapports, d'informations qui sont vraiment utiles et nécessaires que la Chambre ne pourrait pas faire. Alors vous avez eu le temps de faire aussi autre chose parce que dans une interview sur TV5 Monde en février, vous disiez avoir mené depuis le Sénat des activités diplomatiques souterraines qui vous ont permis de rencontrer des candidats aux élections du Congo, Tshisekedi, Fayoulou et d'autres. Alors c'est quoi ces activités diplomatiques? J'ai occupé une position très importante. Un échevin d'origine congolaise à la grande place ville de Bruxelles. Vous voyez, la ville de Bruxelles, c'est construit depuis 1400, machin. Donc c'est vraiment nous avons le bureau d'apparat. Ça a une aura. À l'échevin, à la ville de Bruxelles. Et sénateur aussi. Et sénateur après. Donc, j'ai été beaucoup sollicité. Donc, de la position de la ville de Bruxelles, capitale d'Europe, n'est-ce pas, municipalité principale, capitale de la région, j'ai accueilli les gens et de l'opposition et de la majorité des kabylistes, comme les anti-kabylistes déjà à l'époque, n'est-ce pas. J'ai continué cette activité diplomatique souterraine, comme je dis. Souterraine, elle n'est pas si souterraine. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette activité? Elle apporte des conciliations. Vous savez, la Belgique, je suis belge et je ne suis pas belgo-congolais. Je suis originaire du Congo, mais aujourd'hui, je n'ai que la nationalité belge. Donc, je suis un peu nostalgique de ceux qui ont la double nationalité. Je trouve que le Sénat me permet de rapprocher le Congo et la Belgique davantage. Quand Félix Tshisekedi est élu, c'est un gamin de nos rues qui a nos codes, n'est-ce pas, qui devient président d'un pays qui est 80 fois plus grand que le nôtre et qui part prendre un parti qui est complètement mort. Il devient président. Nous devons l'aider et pas commencer à tirer sur lui parce que ce n'est pas celui qui convient aux multinationales. Pourtant, à l'heure qu'il est, on enregistre l'émission, il y a une manifestation qui se prépare. Monsieur Ngwanda de personnes critiques par rapport aux élections. Monsieur Ngwanda de la Pareco, il a combattu le père Tshisekedi. C'est un peu grâce à cause de cet homme-là, Monsieur Ngwanda. Logiquement, je me demande comment est-ce qu'il est en liberté. Parce que, vous savez, il y a eu des jeunes aussi de Rwanda, mais Monsieur Ngwanda ne peut pas avoir fait autant d'années de pouvoir
pouvoir sous Mobutu sans être responsable de quelques crimes contre l'humanité. Je ne l'en accuse pas, mais je trouve qu'il a des responsabilités. Je suis étonné d'ailleurs de voir qu'il mène une activité d'opposition contre le père Tshisekedi de son vivant, parce que c'est lui qui a empêché le père Tshisekedi de pouvoir faire la transition paisible avec Mobutu pour éviter la guerre qui est venue du Rwanda à l'époque et qui a ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. 7 millions de morts dont personne ne parle à l'est du Congo, n'est-ce pas? Donc M. Ngwanda a une lourde responsabilité dans son rôle joué pour éviter que le père Tshisekedi fasse déjà une entente avec Mobutu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, se mettre contre Tshisekedi. Tshisekedi, on doit lui donner sa chance, il doit travailler. Un pays ne peut pas passer son temps à se disputer, même ici chez nous, on l'a vu avec la crise des 541 jours, il y a un moment où il faut retrousser les manches et nettoyer la ville de Kinshasa qui est vraiment sale. Ngwanda a beaucoup d'amis dans le gouvernement. Il a encore beaucoup d'amis dans le gouvernement de Kabila, dans le gouvernement de tous les autres. Il a une lourde responsabilité. Donc la manifestation, c'est tout simplement je veux dire, pour moi, je veux dire, c'est pour s'occuper. Je ne les méprise pas. Mais d'un autre côté... Vous condamnez quand même sans concession. Pardon? Vous condamnez quand même sans concession. Non, je trouve qu'il doit exister toujours une opposition. Je le disais à Philippe Claus il n'y a pas longtemps, quand les élus PTB sont passés pratiquement à voter avec la majorité, je lui dis, mais mon cher, tu seras bientôt dictateur. À ce rythme-là, tu auras une majorité absolue. Donc je trouve qu'il faut une opposition. Et c'est pour ça que j'ai hurlé très fort au conseil communal. Vos collègues n'ont peut-être pas capté l'image, dans laquelle moi je disais, moi je reste ce jour-là. Il y avait 3 conseillers communaux, 4 conseillers communaux qui quittaient l'opposition pour rejoindre la majorité. Oui, parce que le CDH est dans l'opposition à la ville de Bruxelles pour la deuxième législature. On arrive au bout de l'émission. Je voudrais encore parler d'un élément. Cette législature au fédéral a vu les excuses du gouvernement belge pour la ségrégation ciblée par rapport aux métis lors de la colonisation. Je vous propose d'écouter Charles Michel sur cela. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Voilà, des excuses, une prise de responsabilité, c'est pas anodin. Le chapitre est clos pour l'instant. J'aurais voulu que vous me montriez, moi, à la tribune du Sénat. On ne peut pas parler que de vous. Oui. En train de parler, j'avais des larmes aux yeux, n'est-ce pas? Donc l'émotion était tellement forte. Donc Julie Desgrottes, à l'occasion d'un jeudi de l'hémicycle, n'est-ce pas, a fait venir tous les chefs des groupes. Et j'ai pris la parole dernier et j'ai été fortement applaudi parce que j'ai mis tous les chefs des groupes, à commencer par Catherine Moreau, qui est le plus grand parti de la majorité, à ce que nous fassions une résolution. Le chapitre est clos maintenant ou pas? Le chapitre, pour moi, il n'est pas clos parce que vous savez, un préjudice, en droit, il y a ce qu'on appelle, je ne suis pas juriste, un préjudice moral difficilement réparable. Des enfants arrachés à leur maman parce qu'ils étaient une menace pour la colonie, il y en a qui subissent des conséquences, subissent des conséquences. Mais donc vous attendez encore une chose précise du gouvernement belge? Je pense qu'il faudrait ne fût-ce que les soutenir dans l'organisation, dans l'accompagnement. Vous savez que parmi eux, il y a des gens qui ne sont simplement pas dans la nationalité belge, n'est-ce pas? Qui ont souffert, qui ont fait des parcours de migrants carrément, vous savez. Donc je pense qu'il faut subsidier suffisamment ces associations. Il faut faire de l'accompagnement aussi pour ces Belges, n'est-ce pas, qui ont été préjudiciés terriblement, qui ont des grandes douleurs et des grandes blessures moralement. Moi qui ne suis pas métisse, j'ai des enfants métis. Le jour où j'étais à la tribune au Sénat pour pouvoir signer la résolution que nous avons tous soutenue avec Berthe et tous les autres et Christine Defraigne, qui a organisé un colloque. On est au bout de l'émission. Voilà. J'en ai eu de larmes aux yeux. Eh bien, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Karine Lallieu et Boris Diliès. Bon week-end à tous.